on va continuer dans notre discussion de l'après-midi sur ces maladies neurodégénératives et ces marqueurs. Et donc, dans la suite logique de ce qui vous a été présenté avant, qui vous a brossé un tableau général des maladies neurodégénératives en focalisant un peu plus sur la maladie d'Alzheimer, on va essayer d'instaurer un... Il est très important qu'entre un biologiste impliqué dans ces pathologies et le clinicien impliqué là-dedans, il est très important qu'il y ait un dialogue important. Donc, je vous rappelle que les marqueurs que nous utilisons dans le liquide céphalorachidien, ils sont issus des lésions neuropathologiques. Les premières, ce sont donc les dégénérescences neurofibrillaires avec... comment ça va? Non. Lequel? Pour appuyer. Ok, super, merci. Donc ici, les dégénérescences neurofibrillaires qui sont riches en protéines tau. Et donc, on attend dans le liquide céphalorachidien une élévation de la protéine tau phosphorylée 180 et de la protéine tau totale. Les plaques neuritiques, plaques amyloïdes, qui sont riches donc en peptides amyloïdes, Abeta40 et Abeta42, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses dedans. Et bien là, on attend une diminution dans le liquide céphalorachidien de peptides Abeta42 et surtout du ratio 42/40. Alors, il faut que pour qu'un biologiste soit intéressant pour un clinicien dans ce domaine, qu'il puisse donner une bonne qualité d'interprétation biologique. Et notamment, ça va dépendre de deux choses essentiellement, les facteurs préanalytiques critiques et puis la qualité des renseignements cliniques qui seront fournis. Donc pour les facteurs préanalytiques, le dernier article en date date de 2015, qui fait un bilan de l'ensemble des facteurs préanalytiques critiques à reconnaître. Donc c'est un travail commun qu'on a fait avec l'équipe suédoise de Kai Blenhoff. Et l'étape principale, c'est la maîtrise du tube de prélèvement. Il est extrêmement important puisque les peptides amyloïdes, ils adorent le plastique, ils se collent dessus, ils sont bien et ils ne veulent plus le quitter. Ce qui fait qu'en fonction du tube, qu'il soit en polypropylène, en polystyrène, ce que vous voulez, eh bien, il risque de coller. Et donc, vous n'allez pas le détecter. Et là, c'est quelque chose qu'on avait publié dans le Clinical Chemistry. Donc, vous avez des tubes qui vous donnent des concentrations résiduelles de peptides amyloïdes à bêta-42 dramatiquement abaissées, et ça en 5 minutes de contact. Alors que sur la tau et la péto, c'est un peu moins flagrant. Donc, on avait décidé de standardiser, déjà à l'échelle française et à l'échelle européenne, un seul tube. Et ce tube, eh ben, c'est un tube qui... J'ai aucune action chez Sarstedt, mais bon, comme il est adopté partout dans le monde maintenant, c'est un tube qui permet que le peptide amyloïde colle moins que pour les autres. Donc, le prélèvement est fait là-dedans. Le prélèvement est amené au laboratoire, qui centrifuge, qui alicote et qui congèle. Et il doit utiliser des tubes qui sont également validés, toujours de chez Sarstedt, et qui vont éviter également à cette deuxième étape que les peptides collent. À côté de cela, ce qui est intéressant de donner aux cliniciens, c'est des consignes à respecter depuis le clinicien jusqu'au laboratoire, avant l'envoi dans un laboratoire centralisé qui fera ces biomarqueurs. Et donc on fait un kit, et avec ce kit, on fournit également une fiche de traçabilité, parce que non seulement il faut avoir la preuve de la maîtrise par cette feuille de traçabilité, et bon, nous sommes accrédités, ISO 15189 pour ces biomarqueurs depuis 2014, et il faut donc qu'on puisse fournir la preuve qu'on a bien travaillé. Donc vous voyez qu'ici, le clinicien il va saisir l'identité du patient, la date et l'heure, et puis derrière, le laboratoire va saisir, oui, ok, j'ai bien reçu un bon prélèvement, et puis je l'ai traité en tant de temps, ce qui était conforme par rapport aux consignes que le laboratoire centralisé m'a fourni. Donc voici une préanalytique, une fiche de préanalytique parfaite, on va être très pragmatique, et donc là, vous voyez que le clinicien a parfaitement indiqué le temps de prélèvement, et puis, bon, au laboratoire local, c'était bien un tube de polypropylène, on l'a bien, et vous voyez, 20 minutes entre les deux, c'est l'idéal, là pour nous. Et donc on va pouvoir interpréter ce bilan sans aucun problème, malgré la diminution de la bêta-42 et de la bêta-40. Et donc là, plutôt que de dire que ces peptides se sont accrochés au tube, on va aller chercher une piste in vivo et discuter avec le clinicien du diagnostic. Voici un problème de tube qui est arrivé il n'y a pas plus tard qu'au mois de juillet, avec un laboratoire qui travaille habituellement bien avec nous, qui est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, proche de Lyon.
Eh bien, bon, tout avait été bien indiqué par le clinicien, sauf que déjà, au niveau du laboratoire local, bah, il n'y a aucune indication si le tube était bien correct ou pas. En revanche, on a les heures de réception, etc. Bon, on a décidé de traiter le prélèvement en faisant une petite non-conformité. Et puis, en regardant les résultats, vous voyez des taux, des protéines taux et des taux phosphorylés, bon, limite basse, mais bon, alors le diagnostic supposé était une maladie d'Alzheimer. Et puis alors là, patatras, le petit peptide amyloïde, eh ben, la concentration est inférieure à la limite de quantification. Le peptide d'abêta 40, alors ça, c'est très rare de voir ça. Et en fait, moi, devant ces valeurs effondrées, ben, j'ai fait ma petite enquête Sherlock Holmes et j'ai téléphoné au clinicien. Et le clinicien, l'interne, dit, ah ben oui, en fait, il y avait une analyse cytobactériologique. Ben, j'ai prélevé sur le poudrier ECBU. Et voilà. Et donc, le laboratoire bon, a laissé passer, parce que c'était un stagiaire au niveau de la réception. Et donc, nous, on a reçu le petit microtube, hein, parfait, Sarstedt. Donc, nous, on n'a rien vu. Et voilà. Donc, c'est fondamental. Et donc, on a dû, bien sûr, on a dit qu'il était ininterprétable. Donc, c'est extrêmement important hein, de pouvoir maîtriser et faire la preuve de la maîtrise de ces problèmes préanalytiques. Alors, l'utilisation de ces biomarqueurs, il est fondamental d'avoir des bons renseignements cliniques pour pouvoir donner une bonne interprétation de nos résultats bruts. Donc voici la fiche de renseignement clinique qu'on demande de remplir à nos cliniciens. Et donc voici une fiche qui est bien remplie, puisqu'elle nous donne donc la date des premiers symptômes. Bon là, j'aurais aimé avoir quelle était la nature. On a un trouble qui est purement amnésique, on est dans un contexte dépressif, il y a un antécédent familial très important, une sœur jumelle qui est diagnostiquée Alzheimer, et puis il y a une atrophie qui est hippocampique, grade chez le test 1, quelqu'un qui est autonome, 27 sur 30 de MMS, 10 sur 10 sur le test des 5 mots, et donc le clinicien pense à une forme prodromale de la maladie d'Alzheimer, c'est des troubles cognitifs légers, hein, donc on vous a parlé de MCI tout à l'heure, et donc là, effectivement, c'est quelque chose où on va pouvoir répondre nos résultats sans aucun problème d'interprétation. Alors, l'expression et l'interprétation des résultats, ça fait le travail d'un consensus entre un groupe européen, et d'où on a cherché à privilégier la spécificité par rapport à la sensibilité vis-à-vis de l'étiologie Alzheimer, parce que le clinicien, il a plein d'outils avant de progresser vers le LCR, et donc il a besoin de savoir que c'est bien un Alzheimer. Donc on utilise, nous, donc, dans ce consensus, c'est les valeurs brutes, et on a 3 types de profils. Le premier profil, il est normal, et que donc probablement l'interprétation, c'est que ce profil est neurochimiquement incompatible avec l'hypothèse de la maladie d'Alzheimer. On a un profil intermédiaire, où là on va être très prudent, et donc on va interpréter en fonction de la clinique et des marqueurs concernés, et c'est là où c'est super important d'avoir une bonne clinique renseignée. Et puis le profil positif, eh bien, les 3 paramètres sont positifs ou les 4 paramètres sont positifs, et donc là, il sera compatible avec l'hypothèse d'Alzheimer. Donc on utilise donc la P180 c'est le marqueur le plus spécifique hein, de toute la troupe. La bêta 42, on a des faux positifs, des faux négatifs. C'est un peu une catastrophe en termes de marqueurs biologiques. De ma vie de biologiste, hein, c'est le pire biomarqueur que je n'ai jamais vu. Sur la taux totale, c'est un peu moins spécifique que la péto, mais c'est plus sensible. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est le ratio 42 sur 40, qui augmente et la sensibilité et la spécificité par rapport à la bêta 42 toute seule. Alors, dans la maladie d'Alzheimer, hein, donc comme on vous l'a dit, c'est que on a l'effet des bêta et des gamma sécrétases. Eh bien, dans la maladie d'Alzheimer, on a bien sûr une diminution de la bêta 42, mais pas tout le temps. Et c'est le ratio 42 sur 40 qui diminue et qui va signer l'amyloidopathie au niveau du LCR. Attention, il peut exister des diminutions aussi dans les démences à cordes Lewy, dont on vous a parlé, qui sont des alpha-synuclopathies, parce qu'il y a une amyloidopathie qui arrive à l'état de la démence après l'alpha-synuclopathie. Eh bien, on a d'autres conditions où la diminution de la bêta-42 est très importante. C'est dans des pathologies qui sont non neurodégénératives, mais c'est tout le métabolisme de l'APP qui est diminué. Et donc, que ce soit la forme sécrétoire, les formes solubles, APP alpha, bêta, qui vont diminuer, et également la bêta-40 va diminuer, mais la bêta-40, les peptides amyloïdes,
ils vont diminuer parce que les bêta et les gamma secrétases sont réprimés. Eh bien, le ratio 42/40, il est normal. Alors que si on raisonnait que sur la bêta 42, on conclurait Alzheimer, ce qui est une grosse bêtise. Et ça arrive dans les HPN, dans les pathologies neuro-inflammatoires et dans la géopathie amyloïde cérébrale. Iliam. Donc, avant qu'Iliam arrive, il y a plein de comorbidités et je vais laisser la parole sur les comorbidités qui peuvent arriver. Alors, la problématique, en fait, des biomarqueurs, ou l'intérêt des biomarqueurs, c'est aussi par rapport à cette maladie d'Alzheimer, compte tenu, en fait, de la comorbidité qui peut exister et qui peut faire errer, en fait, le diagnostic et qui peut modifier aussi un certain nombre de paramètres, dont les biomarqueurs au niveau du liquide céphalorachidien. Donc, et par là, bon, comme c'est spécifié, en fait, on peut avoir des modifications qui peuvent être observées et qui peuvent être inhérentes à des pathologies immunitaires, qui peuvent être inhérentes, par exemple, à une hydrocéphalie à pression normale associée, ou bien, par exemple, à des pathologies vasculaires associées. Et entre guillemets, en fait, la maladie d'Alzheimer et la démence et les démences vasculaires, ce sont les deux principales cadres nosologiques des atteintes cognitives de la personne âgée et qui peuvent se trouver associés dans une proportion de cas non négligeable. Donc, si on continue sur l'hydrocéphalie à pression normale, par exemple, vous pouvez voir qu'on a une diminution de l'ensemble des valeurs. On a même, vous voyez, une protéine tau phosphorylée qui est inférieure à la limite de quantification. La bêta-42 est basse, la bêta-40 est très basse, ce qui fait que le ratio est strictement normal et ne met pas en évidence une amyloïdopathie à ce niveau-là. Donc, ça peut être même quelque chose de très intéressant quand quelqu'un suspecte, un clinicien suspecte une HPN. Eh bien, avec ces marqueurs, on a en fait probablement par dilution ou par non-renouvellement du liquide céphalorachidien, on a ce profil. Plus intéressant donc dans l'angiopathie amyloïde, par exemple chez ce patient. Donc, ce patient, en fait, qui présente une atteinte mnésique associée à un syndrome dysexécutif, donc un tableau relativement riche, sur un fond dépressif et avec des signes extrapyramidaux. Ce patient a eu une exploration neuroradiologique, et j'insiste sur cet élément, laquelle exploration neuroradiologique IRM a comporté des temps qui sont indispensables pour ce type de pathologie, à savoir le T2 étoile. Cette IRM a mis en évidence donc des microblitz, lesquels microblitz, c'est-à-dire le témoin de micro-saignements au niveau cortical et sous-cortical, était associé à une locoariose et à une atrophie. Donc chez ce patient, en fait, les diagnostics évoqués devant cette atteinte cognitive plurielle et d'évolution relativement lente, c'est compte tenu des anomalies de signal sous-cortical, la maladie de Cadazil, l'angiopathie amyloïde compte tenu de cette leucoariose et de ces microblitz, à côté, bien entendu, du diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc quand on regarde les résultats, on s'aperçoit que finalement, on n'a pas la tauopathie qu'on pourrait attendre de la maladie d'Alzheimer. La tau totale est strictement normale, la tau phosphorylée aussi. En revanche, on a une diminution de la bêta-42, ce qui aurait pu être confondant, mais on peut voir que sur le peptide amyloïde à bêta-40, on a également une diminution, ce qui donne un ratio normal. Donc on n'a pas d'argument pour dire qu'on a des plaques amyloïdes de type Alzheimer. En revanche, il faut savoir que dans l'angiopathie amyloïde, on a des dépôts amyloïdes dans les vaisseaux cérébraux
et donc la bêta-40 et la bêta-42 se déposent, et c'est comme ça qu'on explique la diminution de ces deux molécules. Et donc, pour ce patient, en fait, le diagnostic est posé de façon conjointe grâce à la clinique, à la radiologie et à la biologie. Voilà. Alors, ici, on est dans un diagnostic étiologique alcool-Alzheimer. Iliam. Donc, c'est un patient pour lequel les troubles se sont installés de façon relativement rapide, avec des symptômes qui restent discrets concernant en fait l'atteinte de la mémoire, associée à en fait un antécédent familial. Je pense que c'était une sœur qui était... Non, c'est les chutes, il y a des chutes. Ouais. Et ce patient, en fait, avait des hallucinations visuelles. Et cet élément est extrêmement important, en fait, dans le diagnostic de cette entité clinique. Donc, ici était suspectée donc une démence alcoolique avec, il fallait écarter une maladie neurodégénérative, Alzheimer. Donc là, les biomarqueurs ont été prescrits dans ce contexte-là. Et donc on voit que la taux phosphorylée est strictement normale, la bêta-42 aussi. Donc on n'a pas les stigmates de la maladie d'Alzheimer. En revanche, vous voyez une augmentation de la protéine tau totale qui signe une lyse neuronale et qui est tout à fait compatible avec la démence alcoolique. Voilà. Un cas clinique. Donc un autre cas clinique, il s'agit d'un patient qui est né en 1943 et qui a consulté en 2016 suite à des troubles qui seraient apparus de façon rapide selon l'épouse de ce patient. Donc elle l'a amené à consulter en raison d'une insomnie, de troubles comportementaux et de difficultés récentes dans l'expression orale. Il avait en particulier des difficultés à nommer les individus ou bien les noms de rues, de quartiers. Donc, chez ce patient, on retrouvait quand même qu'il y avait dans ses antécédents une notion d'intoxication alcoolique sévère et prolongée plus d'une trentaine d'années. Le deuxième élément qu'on retrouvait et que mettait en exergue son épouse, c'est que les troubles sont apparus immédiatement après le sevrage alcoolique, à savoir avec l'arrivée du Ramadan. Cependant, chez ce patient, on retrouvait aussi que tout n'était pas arrivé avec le Ramadan, mais que plusieurs mois avant cela, il avait présenté des troubles de la mémoire, il avait eu des difficultés à reconnaître un certain nombre de personnes, il n'avait pas su nommer le nom de son quartier de naissance et le nom du quartier dans lequel il habitait, donc on peut dire qu'il y avait déjà un début d'anomie à ce moment-là. On retrouvera ensuite également des éléments de type hallucination visuelle, lesquels symptômes avaient été sous-estimés au départ compte tenu de l'intoxication en fait alcoolique. Donc ce patient a bénéficié en raison de l'installation brutale bien entendu d'une imagerie IRM qui n'a rien retrouvé de particulier en dehors d'une atrophie cortico-sous-corticale et d'anomalies du signal de la substance blanche d'allure vasculaire non spécifique. Sur le plan du bilan biologique, le bilan métabolique, hépatique, rénal, l'amylasémie, le bilan thyroïdien, tout cela a été normaux au même titre que l'ensemble des vitamines du groupe B. Effectué, bien entendu, c'est systématique devant un syndrome démentiel et encore plus quand on suspecte une intoxication alcoolique. Donc, l'analyse du liquide céphalorachidien de ce patient a retrouvé une protéine tau totale et tau phosphorylée normale
Et c'est le dosage de la protéine bêta-amyloïde 1,42 qui a retrouvé un taux abaissé et surtout le rapport 42/40 qui était diminué. Donc, nous nous trouvions devant une anomalie, une diminution en fait du ratio protéine bêta-amyloïde sans modification de la protéine tau. Et avec l'évolution de ce patient et la notion en fait d'hallucination visuelle, nous avons fini par retenir le diagnostic de démence à corps de Lévy. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, qui donc peut donner un faux positif de l'amyloïdopathie, parce qu'on trouve une vraie amyloïdopathie dans la démence à corps de Lévy. Cas différentiel DFT, maladie d'Alzheimer. Oui, bien, là c'est une patiente de 58 ans, donc encore relativement jeune, qui a consulté essentiellement pour des troubles du contrôle moteur, en fait des troubles de type praxique, des difficultés à réaliser un certain nombre de gestes. À cela était associé et de façon importante un syndrome dysexécutif, et tout cela sur un fond de syndrome démentiel. Chez cette patiente, on retrouvait aussi une notion d'hallucination en fait visuelle. Son IRM, très peu de choses en dehors en fait de l'atrophie, et ses tests globaux étaient restés subnormaux à 24/30. Donc, au niveau de la biologie qui a été prescrite, ce qu'on remarque, c'est que la tophosphorylée et la bêta-42 sont strictement normales. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas les stigmates de la maladie d'Alzheimer. En revanche, on a une augmentation de la protéine tau totale et qui pourrait signer une tauopathie ou une lyse neuronale. Et devant, comme a été bien spécifié au niveau des renseignements cliniques, qu'on était dans un cadre diagnostique étiologique différentiel entre DFT et MA, donc on a proposé de faire la progranuline. La progranuline, donc, oui, on peut y aller. L'AMA est écartée, donc on a mesuré la progranuline, et 2 mois après, on a rendu la progranuline dans le LCR chez ce patient. Elle est diminuée, et donc là, on a un argument pour aller sur une mutation génétique des progranulines dans le cadre d'une DFT génétique, et donc là, tout le programme est en cours. Donc, avec une très grande spécificité. Avec une grande spécificité, oui. C'est très prédictif, d'accord. Un diagnostic différentiel MA-MCJ. Alors, la maladie de Creutzfeldt-Jakob peut constituer un diagnostic différentiel en fait de la démence d'Alzheimer. Alors, habituellement, le mode d'entrée n'est pas par les troubles de la mémoire, mais cette patiente, oui, a présenté en fait des troubles de la mémoire. Le tout évolué de façon relativement récente, et associée à ce trouble de la mémoire, cette patiente avait des troubles visuels qui sont extrêmement classiques et habituels dans cette démence. Elle présentait également, en fait, ultérieurement, elle a présenté des troubles du comportement d'urination, des troubles de la mémoire sémantique, et puis je pense qu'elle a fait aussi des myoclonies massives et des crises épileptiques. Donc, compte tenu de la rapidité d'évolution et compte tenu de l'existence de ces myoclonies et surtout des troubles visuels, donc le diagnostic évoqué à côté de celui de la maladie d'Alzheimer a été celui de la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans une forme sporadique. Atypique, oui, et atypique. Sporadique et atypique. Donc dans ce contexte-là, on a rajouté la protéine 14,3 qui s'est révélée effectivement positive. Donc on est devant une lyse neuronale majeure, confirmée d'ailleurs par la valeur brute de la protéine tau totale à 4330, donc qui corrobore complètement la positivité de la 14,3.
Une taux phosphorylée qui est borderline à 60, on est vers le cutoff. Et en revanche, la bêta-42 et la bêta-40 donc, ne montrent pas d'amyloidopathie. Alors, il y a eu autopsie. Et à l'autopsie, donc, on a pu mettre en évidence la protéine prion pathologique, hein, avec ces 3 bandes, donc dans le cervelet, le thalamus, le cortex préfrontal et le cortex occipital, signant une maladie à prion, c'est une maladie de Creuset-Jacob sporadique, et à côté, qui a été confirmée également par nos collègues neuropathologistes, comme la triade spongiose, astrocytose, perte neuronale. Et puis, j'aurais demandé de regarder tout ce qui était Alzheimer, etc., en neuropathologie. Et effectivement, ils ont trouvé que la classification de Braak, c'est une classification des différents stades des dégénérescences neurofibrillaires. Elle va jusqu'à 6. Et donc là, il y avait des dégénérescences neurofibrillaires dans l'hippocampe et le cortex entorhinal. Donc, ça peut expliquer effectivement que notre protéine tau phosphorylée soit 60. En revanche, ça clignote, hein, et c'est joli. Et puis les phases de Tal, c'est l'amyloidopathie. Et là, on était en phase 2, en phase très précoce. Pour terminer, donc, vous avez vu cette courbe tout à l'heure, hein, donc, pour vous montrer que donc, les marqueurs ils peuvent bouger avant la phase démentielle. Voilà. Et donc là, c'est un cas d'un MCI, où il n'y a que des troubles mnésiques, dans un contexte dépressif. Oui. Et donc là, c'est l'intérêt en fait de réaliser la recherche des biomarqueurs dans des stades précoces où nous avons chez ce patient une atteinte de la mémoire associée à en fait un syndrome dépressif et avec des tests globaux qui restent extrêmement satisfaisants et préservés, à savoir un MSSE à 27 et un test des 5 mots à 10 sur 10. Et donc là, au niveau biologie, alors si la protéine tau totale n'a pas bougé, en revanche, la tau phosphorylée elle est au-dessus du cutoff, 61. La bêta-42 était strictement normale. Hein. En revanche, le peptide amyloïde de la bêta-40, qui est vraiment le marqueur de la charge amyloïde globale cérébrale, était très augmenté, ce qui fait que le ratio est positif et donc démontre qu'il y a des plaques amyloïdes dans le cerveau. Et donc, à partir de là, nous, on peut répondre dans la conclusion générale, puisqu'on a l'information par le clinicien qu'il est bien dans une démarche de MCI, et bien que ce profil est tout à fait compatible avec une étiologie Alzheimer dans sa forme prodromale. Alors, quand on fait la PL, eh bien, en plein de subjectives, c'est vrai qu'on ne la fait pas. Donc, dans le trouble cognitif léger, le MCI, on ne refait pas la PL quand le LCR est biologiquement, typiquement du NEMA. On peut être amené à le refaire quand il est borderline ou il n'y a que l'amyloidopathie, dans les 1 à 2 ans, ça dépend. Et quand il est normal, on peut le refaire dans les 2 à 5 ans. Dans les troubles cognitifs majeurs ou la démence, refaire la PL quand le LCR est normal, non, parce que tout est dit, et ça ne va pas évoluer. Et quand il est EMA, il n'y a pas de raison de le refaire. Bon, pourquoi pas la refaire quand il est borderline? Effectivement, ça se discute, au cas par cas. Donc en conclusion, les marqueurs LCR sont des marqueurs des lésions neuropathologiques qui renforcent la probabilité du diagnostic dès le stade du TLC, du trouble cognitif léger. On ne le fait pas en screening, on vous l'a bien démontré de la présentation d'avant. Il y a tout un cheminement clinique, neuropsychologique, imagerie, avant de se poser la question d'aller sur les PL. Le ratio renforce vraiment l'exactitude diagnostique par rapport à la bêta-42 seule. La maîtrise et la preuve de la maîtrise des phases préanalytiques est primordiale. La qualité des renseignements cliniques va permettre d'améliorer la qualité de l'interprétation, donc le service rendu aux cliniciens. Et il est bien sûr toujours intéressant de discuter des cas difficiles par téléphone, par réunion multidisciplinaire. C'est vraiment hautement souhaitable. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions de votre attention.